Bonjour à tous. Il y a quelques jours, le président américain Donald Trump a posté le tweet suivant à l'intention des chercheurs travaillant actuellement au développement d'un vaccin contre le coronavirus, aussi appelé Covid-19. Ce message, plutôt pressant, a provoqué la colère du directeur de la revue scientifique Science, qui lui a répondu dans un éditorial plutôt virulent. Virulent, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans cet article, il y rappelle les positions anti-vax et climato-sceptiques, entre autres, du président. Ses insultes envers la science et ses coupes claires dans les budgets des institutions scientifiques américaines, y compris dans le domaine de la santé. Il y rappelle également le temps nécessaire à développer un vaccin, qu'il estime à 1 an et demi, et finit par cette phrase. Rendez-nous un service, Monsieur le Président. Si vous voulez vraiment quelque chose, commencez déjà par traiter la science et ses principes avec respect. Au niveau du vaccin contre le Covid-19, les recherches ont débuté dès l'apparition des premiers cas à Wuhan, en Chine. Actuellement, sur les nombreux chercheurs qui travaillent à son développement, il y a notamment une équipe basée aux États-Unis qui, grâce à des techniques récentes, a pris un peu d'avance. C'est notamment à elle que s'adressait Donald Trump dans son tweet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vaccin est devenu un véritable instrument politique. En effet, à la fin de l'année 2020, on eut les élections présidentielles américaines, et dans l'intérêt de Trump, qui est candidat à sa réélection, une commercialisation du vaccin avant la fin de l'année serait extrêmement bénéfique, surtout si ce sont des chercheurs américains qui l'ont développé. Donald Trump passerait alors pour un sauveur, distribuant le vaccin des Américains à travers le monde. Dans ce contexte, on comprend tout de suite sa frustration quant à l'estimation des 1 an et demi de temps de développement pour un vaccin efficace, alors que lui aimerait bien le voir commercialisé avant la fin 2020. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est justement le processus de création d'un vaccin, et ce temps annoncé, qui peut paraître très long. Ce sera l'occasion d'expliquer les mécanismes précis d'un vaccin, les différentes variétés, les effets indésirables, mais aussi le fonctionnement de la recherche médicale et scientifique en général. Pour commencer, je pense que vous connaissez tous déjà le principe d'un vaccin, mais un petit rappel ne fera pas de mal. Donc, le système immunitaire humain, comme celui de la plupart des autres animaux, d'ailleurs, possède 2 mécanismes, l'immunité innée et l'immunité acquise. La première est en quelque sorte la première ligne de défense de l'organisme. C'est une réaction immédiate qui ne tient pas compte du type de maladie qu'elle combat. Des cellules nommées phagocytes, présentes dans le sang, vont détruire les corps étrangers. La deuxième, ce sont en quelque sorte les troupes d'élite du corps humain. De nouvelles cellules entrent alors en jeu, ce sont les lymphocytes, qui vont réagir spécifiquement à un organisme pathogène. Parmi eux, les lymphocytes B, qui produisent des anticorps, et les lymphocytes T, qui éliminent directement l'intrus. Cette réaction est bien plus lente, mais beaucoup plus efficace. Il existe certains lymphocytes B et T, dits à mémoire, ils réagiront spécifiquement plus rapidement et plus efficacement lors d'une prochaine infection par un même agent pathogène. Le but des vaccins est donc de mettre en contact l'organisme avec l'agent pathogène, mort ou affaibli, ou bien parfois uniquement avec une partie de celui-ci, afin de créer des lymphocytes mémoire spécifiques à la maladie. Voilà pour le principe de base. Le sujet est évidemment bien plus complexe. Il existe plusieurs types de vaccins, avec pour chacun leurs avantages, leurs inconvénients, des maladies pour lesquelles il faudra les privilégier et d'autres pour lesquelles il y aura des contre-indications. Le type de vaccin le plus simple, en quelque sorte, est celui qui consiste à cultiver l'agent pathogène en laboratoire jusqu'à ce qu'il perde naturellement ou artificiellement sa virulence, c'est-à-dire sa capacité à provoquer la maladie. Il a donc perdu sa dangerosité, mais reste vivant et peut toujours se répliquer dans le corps humain. Ces vaccins sont généralement efficaces et ne nécessitent que peu de rappels, mais ils peuvent provoquer des symptômes faibles de la maladie contre laquelle ils sont justement censés protéger. Ils sont donc déconseillés aux personnes ayant un système immunitaire fragile, donc dans le cadre du coronavirus, précisément les personnes qu'il faudrait au contraire pouvoir vacciner. Pour éviter ce problème, on peut carrément tuer les agents pathogènes avant de les introduire dans le corps. Ils sont alors totalement inoffensifs, bien que toujours capables de provoquer une réaction immunitaire. On parle alors de vaccins inactivés, par opposition aux vaccins vivants. Ces vaccins inactivés
ont comme particularité de nécessiter l'ajout d'adjuvants. Les adjuvants sont des substances qui vont servir à augmenter la réponse immunitaire. Ils sont donc totalement inutiles pour les vaccins vivants, mais absolument nécessaires pour améliorer l'efficacité des vaccins inactivés. Ce sont les fameux sels d'aluminium, si critiqués par les antivax. Le troisième type de vaccin existant est quant à lui plus difficile à appréhender. Pour pouvoir l'expliquer, il faut comprendre le mécanisme de la réaction du corps humain à une infection. Les défenses immunitaires du corps humain reconnaissent en fait les molécules présentes à la surface du virus ou de la bactérie. C'est en quelque sorte la carte d'identité d'un agent infectieux. Ces antigènes se retrouvent aussi à la surface d'une cellule infectée par un virus, ce qui permet aux lymphocytes T de la reconnaître et de l'éliminer. C'est sur ces antigènes que vont se fixer les anticorps, les molécules produites par les lymphocytes B, afin de détruire l'individu. Un anticorps est donc spécifique à un antigène, et par conséquent à un virus ou à une famille de virus. Il est donc possible d'injecter uniquement l'antigène en question, vu que c'est en soi uniquement cette partie du virus qui provoque la réaction immunitaire. Les recherches montrent que plus l'antigène est une molécule grosse et complexe, plus il a de chances de provoquer une réaction importante, et donc plus le vaccin sera efficace. Les meilleurs candidats sont donc les protéines. Ce sont de très grosses molécules présentes chez tous les êtres vivants, mais aussi les polysaccharides présents sur la paroi cellulaire des bactéries. Oui, les polysaccharides, ce sont des sortes de sucres complexes. Ce troisième type de vaccin nécessite lui aussi l'utilisation d'adjuvants et reste nettement moins longtemps dans la mémoire du système immunitaire humain. Mais cependant, il a au moins l'avantage de comporter très peu d'effets secondaires. Le sujet des vaccins est donc bien plus complexe qu'il n'y paraît. La création de vaccins demande de très bien connaître le virus et la bactérie en question pour pouvoir choisir quel type sera le plus efficace et de le mettre en œuvre. Ce qui est intéressant dans ce domaine, c'est qu'il montre bien l'importance de la recherche fondamentale. L'accumulation de connaissances, même si elles peuvent sembler très théoriques et n'avoir qu'un intérêt indirect, est indispensable pour mener rapidement et efficacement la recherche appliquée. La plupart des informations que l'on a sur les coronavirus viennent des recherches effectuées sur le virus de SRAS, qui est très proche de celui qui cause actuellement la pandémie, dont le nom scientifique est d'ailleurs SARS-CoV-2. La structure de certaines de ces protéines avait alors pu être étudiée, mais à la fin de l'épidémie de SRAS en 2003, l'intérêt des politiques qui financent la recherche avait été très vite diminué. Cependant, on ne repart pas de zéro, car étant donné que le SARS-CoV-2 est très proche de son grand frère, le SARS-CoV, qui a causé l'épidémie de SRAS en 2003, ces connaissances pourraient faire gagner un temps précieux pour la conception d'un vaccin. Pour cette raison, actuellement, si on va sur Google Scholar et que l'on cherche coronavirus, on va surtout tomber sur des études de la structure moléculaire, de séquençage de l'ARN. Ces résultats sont pour l'instant peu spectaculaires pour le grand public, et on peut parfois se demander à quoi ça pourrait servir pour un vaccin. Mais c'est pourtant une étape indispensable. Comme dit tout à l'heure, avant de pouvoir prétendre créer un vaccin et faire de la recherche appliquée, il faut bien connaître le virus et donc faire de la recherche fondamentale dessus. On ne sait pour l'instant pas quand la pandémie sera finie. Cela pourrait être dans quelques semaines, dans quelques mois, voire plus. Mais ce que j'espère seulement, c'est qu'on saura en tirer les leçons et ne pas, comme à la fin de l'épidémie de SRAS, passer au-dessous juste après. À la fin de la pandémie, ceux qui le diront paraîtront rabat-joie, mais une autre maladie causée par un membre de la famille des coronavirus pourra toujours émerger. Lorsqu'il ne fera plus les gros titres des journaux, il faudra tout de même continuer à étudier le virus, car même si on n'en voit pas l'intérêt, les connaissances acquises pourront peut-être à l'avenir permettre de sauver des vies. La recherche fondamentale reste et sera toujours notre meilleur allié contre les épidémies. Mais je m'écarte du sujet. Une fois qu'une solution a été identifiée et qu'on a trouvé un vaccin possible parmi les 3 types qui existent, il reste une deuxième étape qui est très importante et très longue, surtout en médecine. C'est toute la phase qui va de la découverte d'un potentiel vaccin à sa commercialisation. Tout d'abord, les premiers tests ont lieu in vitro ou sur des animaux, et une fois qu'une solution satisfaisante a été établie, il faut réaliser une étude clinique sur des humains. Cette étude a 2 buts. 1. Prouver l'efficacité du remède, puis 2. Prouver son innocuité, c'est-à-dire sa non-dangerosité. Pour prouver l'innocuité, on injecte le remède d'abord en quantité infime, puis on augmente très progressivement les doses
jusqu'à atteindre la quantité qui sera présente dans le produit commercialisé. Pour prouver l'efficacité, c'est un peu plus compliqué. En effet, il faut alors réaliser des tests en double aveugle. Pour pouvoir comprendre le principe de ces tests en double aveugle, il va d'abord falloir revenir sur quelques notions. Tout d'abord, le simple fait de se faire administrer un traitement par un médecin peut avoir un effet positif sur le patient, même si le traitement en question ne contient absolument aucun principe actif. C'est l'effet placebo. Pour éviter tous les biais dus à ce phénomène, on va donc séparer dans notre test les patients en deux groupes de manière totalement aléatoire. Au premier groupe, on va donner un placebo, donc un médicament sans principe actif, tout en lui faisant croire qu'il reçoit un vrai médicament. Ce groupe-là va nous permettre de quantifier très précisément l'impact de l'effet placebo sur nos résultats. Et au deuxième groupe, on va donner le vrai remède, celui qu'on veut tester. Ni les médecins, ni les patients ne savent si le traitement qu'ils reçoivent est un vrai ou si le traitement qu'ils administrent pour les médecins est efficace, d'où le nom de double aveugle. Le voile ne sera levé qu'à la fin, lors de l'analyse statistique. Et c'est uniquement si on observe une différence significative entre les deux groupes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de malades guéris dans le groupe auquel on a administré le vrai médicament que dans le groupe auquel on a administré un médicament placebo, que l'on pourra conclure que le remède est efficace. Cette méthode des tests en double aveugle n'est pas que propre à la médecine, on l'utilise aussi entre autres en psychologie, en physique et en biologie. Petite parenthèse, vous vous demandez sûrement comment on fait pour évaluer l'efficacité d'un vaccin. Alors je vous rassure, on ne va pas injecter directement la maladie dans le corps des patients et voir s'ils survivent. En fait, on va juste mesurer la présence d'anticorps de la maladie directement dans leur sang. Les médecins qui veulent réaliser des tests cliniques se heurtent souvent au manque de volontaires. En effet, autant des initiatives comme le don de sang sont très médiatisées et plutôt populaires, autant jouer le cobaye est souvent mal vu, ce qui est un énorme problème dans la recherche médicale. Mettons qu'on ait tous les volontaires qu'il faut, un vaccin efficace et non dangereux pour l'homme, bref, l'idéal, il faut encore le produire à grande échelle. Dans le cadre de vaccins de type 1 et 2, il suffit de se faire reproduire le virus en laboratoire, puis de l'affaiblir ou de le tuer, selon les cas. Seulement, cette production est soumise à un certain nombre de règles de sécurité, ce qui va ralentir sa mise en œuvre. Les vaccins du troisième type sont souvent produits par génie génétique. On introduit dans le génome d'une levure le gène d'un virus qui code la fabrication de la protéine voulue. La levure va ainsi se mettre à produire des antigènes viraux que les chercheurs pourront récupérer et introduire dans le vaccin. Voilà, c'était long, mais on y est. Le vaccin est prêt. Je suppose que maintenant vous comprenez mieux le délai de 1 an et demi annoncé par le directeur de Science. Face à un temps de développement si long et à l'urgence de la situation, on serait tenté de vouloir un peu accélérer les choses. Sauf que c'est une très mauvaise idée. Comme l'ont rappelé les chercheurs, la science ne fonctionne pas dans l'urgence. Une erreur détectée sur un vaccin après sa commercialisation peut avoir des conséquences dramatiques. Dans les années 50, dans le cadre de la vaccination contre la poliomyélite aux États-Unis, le laboratoire Cutter a fourni un important lot de vaccins défectueux. Des enquêtes ont montré que le processus d'inactivation de la maladie était imparfait. Cette erreur a provoqué 220 000 contaminations et a abouti à 164 paralysies sévères et 10 décès. Cet incident est aujourd'hui quasiment oublié. Il devrait pourtant nous rappeler quelque chose d'essentiel, quelque chose que l'actuel président américain semble ne pas avoir compris. La science a des principes qu'il faut respecter. Ce sont eux qui garantissent son efficacité. C'est grâce à eux qu'elle peut contribuer au bonheur de l'humanité.